Bonjour mes amis, bonjour mes élèves. Voilà de nouveau avec vous pour cette vidéo très intéressante qui est intitulée Diagramme potentiel pH. Alors pourquoi un diagramme à deux dimensions? En fait, dans les chapitres précédents, tels que par exemple l'acido-basique ou la réaction de précipitation, aussi les complexations, on a vu que le pH intervient aussi, donc il y a une influence du pH. Et dans le chapitre oxydoréduction, on a vu que le potentiel E dépend de la concentration et il dépend aussi du pH. D'où la nécessité de traiter la prédominance dans une représentation à deux dimensions. Et je vous rappelle que dans les chapitres précédents, on a étudié des diagrammes de prédominance à une seule direction. D'accord? Lorsqu'on a traité, par exemple, les acido-basiques, on a dit qu'il est limité par pKa. D'accord? Lorsqu'on a traité l'oxydoréduction, on a dit que le domaine de prédominance de l'oxydant et de la réducteur, il est centré sur E0 et parfois cette valeur se diffère suivant les cas. D'accord? Donc, comme vous voyez, nous avons une représentation sur cet exemple-là du fer. Nous avons ici, c'est la prédominance des ions Fe+3. Ici, c'est l'existence de FeOH3. Ici, c'est la prédominance. Donc, le but de ce thème, c'est qu'on va essayer de trouver et de démontrer comment on va aboutir à ces régions-là, d'accord? Et les frontières, donc, lorsqu'il s'agit d'une frontière verticale, horizontale ou oblique, comment on a pu aboutir à cette représentation. Ainsi, on va comprendre l'utilité de ce diagramme-là, à quoi ça sert et l'application de ce diagramme pour prévoir les réactions et pour aussi prévoir la stabilité d'une telle ou telle espèce. Voilà, donc pour construire des diagrammes EPH, il faut suivre des étapes. La première étape consiste à identifier les espèces qui sont mises en jeu et déterminer effectivement le nombre d'oxydations de chaque espèce. Et pour placer les éléments, donc on se base sur le nombre d'oxydations. Donc celui qui possède le nombre d'oxydations sera l'espèce qui est en haut, et celui qui possède un nombre d'oxydation le plus faible, c'est celui qui sera en bas. La deuxième étape consiste à identifier les types d'équilibre qui existent entre les différentes espèces, que ce soit des équilibres de solubilité ou bien acido-basique, et bien sûr, et préciser qu'il y a des frontières qui sont verticales dans ce cas, puisque ces frontières entre ces espèces-là ne vont pas dépendre du potentiel E. Donc, ils vont dépendre uniquement du pH, d'où des frontières verticales. Alors que pour les équilibres oxydoréduction, donc on va avoir des frontières qui sont ou bien horizontales ou bien obliques. S'ils dépendent du pH, ils seront obliques. S'ils ne dépendent pas du pH, ils seront horizontales. Pour la troisième étape, donc il faut préciser les conventions qu'on va utiliser et préciser, si vous voulez, le C de tracé, parce que si on change C de tracé, tout va changer. Et aussi, il faut préciser la pression partielle du tracé. Souvent, on va prendre que c'est égal à 1 bar.
on sait que la frontière entre deux espèces en solution implique l'équirépartition de l'élément, donc égalité, souvent il y a égalité de concentration à la frontière. La quatrième étape, c'est la dernière. Il consiste à établir et à déterminer, si vous voulez, les équations les équations des frontières. Il précise, ça dépend de pH ou non. Et comme ça, on trace à la fin notre diagramme. Par la suite, on va traiter deux exemples du diagramme, celui de l'or et celui du fer. Donc, pour la construction du diagramme EPH, on va faire ça sous forme d'exercice. Donc, le document est la suivante, le document qu'on va utiliser est la suivante. Donc, il y a des données, donc on donne souvent le potentiel standard du couple et les conventions de tracé. Par exemple, pour l'eau, ils nous ont donné la pression partielle de H2 et O2 est égale à 1 bar, ainsi que la température, parce que il faut signaler que si on change la température, les potentiels standards changent, ainsi que la relation de Nernst change aussi. Et la même chose aussi pour le diagramme de fer. Et en plus, il nous donne les constantes PKS si jamais il y a intervention de précipitations. On donne aussi les pKa si on a des activités acido-basiques. Et aussi les PKD lorsqu'il s'agit du complexe. Donc, elle nous donne en fait tout. Ici, je signale que C de tracé est égal à 10 à la puissance 2 mol par litre. D'accord? Donc, je vais vous laisser ce document en bas. D'accord? Et on verra à la fin l'utilisation, si vous voulez, l'utilisation du diagramme, quoi ça sert, son utilité et comment on va s'en servir pour déterminer, prévoir des réactions, ainsi que avoir une idée sur la stabilité d'un tel ou telle espèce. Pour construire le diagramme EPH de l'eau, donc on commence par citer les espèces qui vont intervenir. Nous avons quoi? Nous avons H2O, et nous avons H2 et nous avons O2. Donc on va faire ça sous forme de ce tableau-là. Donc la molécule d'hydrogène est formée par deux types d'atomes. Il y a les atomes d'hydrogène, les atomes d'oxygène. On voit clairement ici que lorsque je passe de l'or pour l'hydrogène, donc le degré d'oxydation c'est égal à plus 1, alors que c'est les sous-formes moléculaires c'est égal à 0. Donc ici, il y a augmentation du nombre d'oxydation pour l'hydrogène, alors qu'on constate qu'il y a diminution du nombre d'oxydation. Lorsque je passe de l'eau à O2, donc il y a aussi augmentation du nombre d'oxydation de l'oxygène. D'où on verra le H2O au milieu, d'accord, au milieu du diagramme, et on verra H2 en bas et O2 en haut. D'accord. Donc, voilà, donc ça veut dire pour passer. Et souvent donc, dans les diagrammes EPH, toujours celui qui est plus l'espèce qui est plus oxygénée sera en haut, alors celui qui est moins oxygéné sera en bas. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape, donc on va trouver les équations des frontières. Donc pour le premier couple,
O2H2O, nous avons cette équation, cette demi-équation d'oxyde de réduction. D'accord, on a équilibré. En utilisant la relation de Nernst, 0O2H2O, donc plus 0,6 sur 4 parce que nous avons 4 électrons. Donc, on va prendre la pression partielle qui est égale à 1. Donc, d'où on va avoir E est égal à E0 plus 0,06 log de H+. Donc, chose qui sera sous cette forme-là, avec le log de H+, ça donne moins pH. Donc, c'est l'équation du frontière qui sépare O2 à H2O. Donc, on voit que c'est une droite oblique de pente négative moins 0,06. Et dans bien sûr, l'ordonnée à l'origine, c'est 1,23. Donc, ça représente, si vous voulez, le potentiel standard. Pour le couple H2O, H2, la même chose. On va donner l'équation, ou bien on va équilibrer l'équation de demi-équation redox. Et chose qui soit équivalent à ça aussi, donc ce couple-là est identique à ça, à H plus H2, H2O, H2 est équivalent à H plus H2. Donc, en utilisant la relation de Nernst, on va trouver moins 0,06. Donc c'est la même pente que tout à l'heure. Donc, on va avoir deux droites qui sont parallèles de pente négative de moins 0,06. Et on trace, voilà, on trace le diagramme. Donc, on voit que l'or, ici, il est au milieu, d'accord? O2 c'est en haut et voilà, et H2 en bas. Ça c'est en tenant compte seulement des données, si vous voulez, expérimentales, mais dans la réalité, ce domaine, le domaine d'existence de l'oxygène, pardon, de H2 est un petit peu réduit. Donc, elle est inférieure à ça. Pourquoi? Parce que en fait, il y a un blocage cinétique, chose que vous allez voir en deuxième année. D'accord. Maintenant, on passe au diagramme du fer. D'accord. Donc, la première chose, c'est donner les nombres d'oxydation et placer, essayer d'anticiper, de trouver qualitativement la position des espèces. Donc voilà, donc ça c'est plus 3. On trouve le même nombre d'oxydation pour Fe plus 3 et FeOH3 solide. Donc, et puisque ici il n'y a pas de changement de nombre d'oxydation, on va avoir une frontière verticale. Et puisque FeOH3 c'est un hydroxyde, donc il est riche en OH-, donc ça va être dans les régions qui sont basiques. Donc ça veut dire il sera à gauche, il sera à droite, pardon, et alors que Fe plus 3 sera à gauche. De même pour Fe plus 2 et FeOH2 solide, donc la même chose, d'accord? Donc ça va être à gauche et celui-là sera à droite. Et en bas, on va trouver, nous avons le nombre d'oxydation nul pour le fer, donc ce sera en bas. D'où on va trouver, si vous voulez, ce diagramme de situation, un diagramme de situation comme ça. Donc nous avons une frontière verticale entre FeOH3 et FeOH3 solide. Je saisis l'occasion pour dire aussi, ça c'est domaine d'existence. On dit domaine d'existence et ça on dit domaine de prédominance parce que ça c'est un solide, donc il va ou bien exister ou non. D'accord? Donc nous avons la même chose ici, sauf que la position de pH est différente
ici, par là. Donc on va faire les calculs par la suite. Et ici, nous avons le domaine d'existence du fer. Voilà, maintenant on va calculer les frontières verticales. Ça veut dire il faut calculer les pH, il faut calculer pH 1 et pH 2. Donc pour FeOH2 solide, ça veut dire ces deux-là. D'accord? Pour avoir apparition du précipité, d'accord? Donc on va utiliser la notion de quotient. Donc il faut que le quotient soit supérieur à Ks. À la limite, il sera égal. Donc, lorsqu'il sera égal, il y a l'apparition même. On va dire que Q, le quotient supérieur à Ks. Si je remplace, le quotient c'est FE plus 3 H au moins au carré. Donc, H au moins, si je calcule, ça fait KS sur H au moins au carré. Et je sais qu'il y a une relation entre H au moins et H, tel que H moins fois H, ça veut dire H3 plus, est égal à KE, donc je peux remplacer ça par ça. Et d'où je tire une équation H. Donc le pH cherché, c'est je vais avoir l'égalité. Donc tout calcul fait, on nous a donné le PKS, on nous a donné c'est de tracer en fait ici, à cette frontière-là, cette frontière ici. Donc ça c'est un solide, donc certainement c'est de tracer, ça va être égal à l'élément qui est dissous, ça veut dire il va être égal à la concentration de ça. Donc en faisant l'application numérique, on va trouver une valeur de 7,45 ici pour pH. Donc pour une pH supérieure à 7,47, donc il y a l'hydroxyde qui va exister et prédominer. D'accord? Pour une pH inférieure, donc on va avoir, si vous voulez, FeO2+. Donc le même travail sera fait pour préciser, déterminer le pH du frontière entre Fe plus 3 et FeOH2. D'accord? Donc, si on fait le calcul, on va trouver 2,33. Donc, cette valeur-là, ici, c'est 2,33. Cette valeur, c'est 7,45. Voilà, maintenant vient le tour pour déterminer les autres frontières, c'est-à-dire les frontières qui sont obliques. On va commencer par le premier couple. Donc nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 couples à déterminer. Voilà pour le premier couple qui est le premier couple qui est Fe plus 3 plus un électron, ça donne Fe plus 2. Donc la relation de Nernst va donner ça. Et puisque à la frontière nous avons égalité de concentration, donc la frontière sera E0. E0, donc c'est le potentiel standard du couple Fe plus 3, Fe plus 2. D'accord, donc voilà, donc c'est frontières qui sont horizontales. Et ça, bien sûr, ici, donc puisqu'on travaille ici, regardez, je travaille ici, donc chose sera valable uniquement d'ici jusqu'ici, donc valable jusqu'à 2,33, pas dépasser 2,33.
couple effet plus 2 effet. Donc, pour ce couple-là, donc on va utiliser de même la relation de Nernst. Ici, nous avons un solide, donc l'activité c'est égal à 1, et ça va être égal à C de trace C. Si je fais le calcul, ça donne 0,5. Et chose qui est valable et effectivement jusqu'à pH est égal à 7,45. Ça veut dire je me trouve ici. D'accord? Ici. Donc je viens de déterminer cette équation. On a déterminé ça et on a déterminé ça. Cette partie-là qui est horizontale ne dépend pas de C, alors que on voit que cette partie dépend de C de trace. Voilà, maintenant le troisième couple. Donc pour troisième couple, donc nous avons un hydroxyde Fe+2. Donc on trouve l'équation demi-équation équilibrée. On utilise la relation de Nernst, d'accord? On développe un petit peu de calcul. On va trouver cette forme-là, d'accord? Cette forme-là. Donc et tout ça, on va prendre tout ça parce qu'on ne nous a pas donné E0. On va prendre tout ça comme une constante C moins 0,18 pH. Parce que ici, nous avons 3. Donc ici, nous avons 3. H plus à la puissance 3. D'accord? Donc la constante, comment on détermine la constante? On sait que le potentiel c'est quelque chose qui est toujours continu, donc par continuité de potentiel. Donc la constante C est déterminée tout simplement en disant que ici, pour déterminer la constante, en disant que tout simplement que pour une pH est égal à 2,33 ici, ce point-là, E est égal à E0, ça veut dire 0, ça veut dire égal à E0, ça veut dire tout simplement la valeur E0. E0 du couple. D'où on tire la constante. On tire la valeur des constantes. D'accord. Voilà. Donc, on trouve la valeur des constantes qui est égale à 1,19 volts. Donc, à la fin, on a trouvé l'équation, c'est une équation oblique, droite oblique, qui est bien sûr droite décroissante. Voilà, maintenant le couple FeOH3, FeOH2 solide. Donc voilà, ça c'est l'équation de mes équations redox. On utilise de même la relation de Nernst. On va avoir E0 moins 0,06. Par continuité de potentiel, donc puisqu'on travaille ici, là. Ici, donc c'est la frontière entre ces deux couples-là. Par exemple, à cette valeur, on sait, on connaît E, on peut déterminer, si vous voulez, la constante. Voilà, et on détermine. Donc, vous voyez que parmi les applications, si vous voulez, on peut, grâce à ce diagramme, déterminer les potentiels standards. On peut déterminer les potentiels standards du couple. Voilà, donc c'est ça l'équation. Maintenant, le couple FeOH2 Fe. D'accord? C'est-à-dire ici. Travail ici.
Voilà, c'est ici, entre ces deux-là. Donc voilà, pour ce couple, donc nous avons les demi-équations redox, on utilise la relation de Nernst. De même, on utilise la continuité, donc c'est-à-dire la même chose que tout à l'heure, on utilise la continuité, on va trouver cette équation-là. Et on passe à le traçage. Traçage, on sait cette valeur. Ça, c'est horizontal. Horizontal, ça ne dépend pas de pH. Ça, c'est vertical. Vertical, ça ne dépend pas de E. Donc, ici, la relation entre ces deux espèces, c'est une précipitation. Donc, ce n'est pas la même chose ici entre ça et ça. D'accord? Oblique ici, est de même pente parce que ça dépend du pH. Ici, oblique d'une pente de moins 0,18 parce que entre ces deux espèces-là. Ici, c'est la stabilité de l'existence du fer, l'existence des hydroxydes et les prédominances des ions. Voilà, donc par la suite, on verra l'utilité et l'utilisation du diagramme. Et maintenant, on va passer à l'utilisation du diagramme EPH. Donc, ce diagramme sert à prévoir des réactions et à trancher sur la stabilité d'une espèce donnée. D'accord? Si par exemple deux espèces OX1 et RED sont engagées dans des couples oxydant-réducteurs, donc ils vont réagir favorablement à l'occasion d'une réaction d'oxydation dès que les domaines correspondent des deux espèces sont disjoints. Si jamais on a deux domaines disjoints, on va avoir forcément une réaction. D'accord? Donc, ce qu'on fait généralement, on va superposer deux diagrammes de potentiel, et comme ça, on va voir est-ce que nous avons des domaines conjoints ou disjoints. Chose qu'on va faire par la suite pour le diagramme de l'eau et aussi pour le diagramme du fer. Et on va poser un certain nombre de questions. La première question, c'est quelles sont les espèces, donc pour la première question, on va superposer les deux diagrammes. La deuxième question, on va poser la question quelles sont les espèces qui sont stables dans l'eau, les espèces du fer. Et que se passe-t-il si on met du fer solide en contact d'eau en milieu basique? Et on va écrire l'équation de la réaction. Même question en milieu acide. Pardon, pour la question 3, c'est en milieu acide. On va poser la question en milieu acide ici. Donc ici, c'est en milieu acide. Et la même question, on va voir aussi en milieu basique. Et la dernière question, que se passe-t-il si on place de l'hydroxyde de fer 2 dans l'air ambiante humide? Voilà, donc on a superposé les deux diagrammes, d'accord? Ceux qui sont en pointillé, ça représente de l'eau. Donc au milieu, nous avons l'eau, en haut, nous avons O2 et en bas, nous avons H2, d'accord? Avec le diagramme du fer. La deuxième question, quelles sont les espèces du fer qui sont stables dans l'eau? Donc, dit que nous avons des espèces qui ont un domaine commun avec l'eau, elles sont stables. Donc, on va signaler que ici, nous avons Fe2+, nous avons l'hydroxyde FeOH3, nous avons également FeOH2, donc toutes ces espèces-là sont stables, d'accord, parce qu'ils possèdent un domaine commun avec l'eau. Troisième question, que se passe si on met du fer solide en contact en milieu acide? Si en milieu acide, ça veut dire qu'il faut ici, donc milieu acide.
Donc on voit que le fer possède, le fer et l'eau possèdent deux domaines disjoints. Donc ça veut dire que le fer ne sera pas stable dans l'eau, donc d'où il va y avoir une réaction, d'accord? Une réaction avec les protons, Fe plus 2H+, ça donne Fe plus 2 plus O2. Donc on va observer la formation d'un gaz H2. Donc en milieu basique, ça veut dire on va se placer ici, d'accord? On va se placer ici. Donc on voit effectivement que le fer et l'or possèdent deux domaines disjoints. Donc on va assister à la formation de l'hydroxyde FeOH2 selon la réaction suivante. Regardez, Fe plus 2H2, ça donne FeOH2 plus H2. Donc de même ici, il y aura formation de H2. Cinquième question, que se passe-t-il si on place de l'hydroxyde dans l'air ambiant humide, ça veut dire en l'absence de l'eau. Donc regardez, donc on va regarder on va poser l'hydroxyde, c'est ça l'hydroxyde FeOH2, donc il existe ici. Alors que O2, l'oxygène, il est ici. Donc, ce sont deux domaines qui sont disjoints. Donc, ça veut dire que cet élément sera instable en présence de O2. Donc, il va y avoir une réaction. Et la réaction va avoir cette forme-là, O2. Ça donne l'hydroxyde FeOH3. Donc, comme vous pouvez certainement remarquer, si l'eau réagit avec Fe, le fer, elle va donner ce qui est au milieu, Fe2+. De même ici, nous avons cet hydroxyde avec O2, ils vont réagir pour donner l'élément qui est au milieu. C'est souvent le cas. Voilà, donc je tiens à rappeler que le diagramme de l'eau qu'on a trouvé est basé sur des données qui sont thermodynamiques, alors qu'en réalité, il y aura un blocage cinétique. Ça veut dire que tout ce domaine-là, en fait, sera un petit peu rétréci, donc à cause du blocage cinétique. Donc ce qui sort du cadre de ce programme là, parce que l'étude cinétique sera en deuxième année lorsque vous allez étudier le diagramme intensité potentielle. D'accord? Voilà, donc je peux aussi faire un pas vers la deuxième année en disant qu'il y a trois domaines distincts. Un domaine de corrosion, un domaine d'humidité et un domaine de passivité. Le domaine de corrosion dans un diagramme, c'est celui qui va donner naissance aux ions tels que Fe2+, et Fe3+. Les domaines d'humidité, c'est lorsque le fer reste stable comme ça. Alors que le domaine de passivation, c'est celui où on va avoir des formations des hydroxydes, parce que ces hydroxydes vont donner naissance à une pellicule qui va être protectrice du métal. Et merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour d'autres applications et d'autres exercices. Et j'attends toujours si vous avez des suggestions ou bien des remarques. Et je vous remercie et à très bientôt.